Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet entretien spécial suite à la disparition brutale et brusque du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le 20 avril dernier, avec Odengar David Ngari Madène, proche collaborateur du défunt, qui a occupé plusieurs responsabilités, dont les derniers est le chef du département de l'enseignement supérieur. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Duro. Bienvenue. Merci. Monsieur le ministre, vous étiez un proche collaborateur du défunt. Dites-nous d'abord comment vous avez appris le décès du maréchal du Tchad. Merci. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'exprimer le sentiment d'affliction qui m'anime aujourd'hui. Je suis profondément affecté par le décès brusque du maréchal et je voudrais avant tout m'incliner devant sa mémoire. Sa disparition est une perte immense, non seulement pour notre pays, mais également pour la sous-région, voire au-delà. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais réitérer mes sincères condoléances à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition et à travers lui l'ensemble des membres de la grande famille biologique. Ces condoléances s'adressent également à Madame la Première Dame ainsi qu'à l'ensemble du peuple tchadien. Comme vous venez de le dire, nous avons eu à apprendre cette nouvelle qui circulait un peu dans les réseaux sociaux, mais en réalité c'était dans la journée, dans la matinée du mardi. C'était le mardi quand les chars étaient sortis que nous avons appris effectivement que le maréchal a rendu l'âme au front. Et je n'arrivais pas à me résoudre à accepter cette nouvelle dans la mesure où le samedi 17, le maréchal nous a conviés à rompre le jeûne avec lui. Il nous rassurait que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de problème. Or, il se trouvait que dans la même soirée, il s'est rendu au front et je n'ai appris la nouvelle qu'un peu plus tard. Et c'était pour moi difficile à accepter dans la mesure où il nous a appelés à venir et avec le recul, je me disais peut-être que c'était pour nous appeler, pour nous dire adieu. Et là, c'est difficile quand même à supporter dans ce contexte-là. Oui, monsieur le ministre, vous êtes, on l'a dit, vous êtes son proche collaborateur. Et comment vous pouvez présenter l'homme qui est le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, sur le plan d'abord professionnel et relationnel? Merci, mais avant de présenter l'homme, je voudrais dire ceci. J'ai rencontré le maréchal du Tchad le 2 janvier 1991. Il est arrivé à la magistrature suprême le 4 décembre. Le 31 décembre 1990, j'étais secrétaire général de l'université et j'ai appris sur les antennes de la radio, un décret est sorti et j'ai entendu mon nom. Odengar Ngari Madène. Vous ne le connaissez pas du tout? J'en viens. Odengar David Ngari Madène, directeur de cabinet civil adjoint à la présidence de la République. Ça, c'était à 14h. Il a fallu attendre le soir pour remettre pour voir si c'était effectivement moi. Parce que je ne connaissais pas. Il ne me connaissait pas. Et je m'étais posé la question de savoir, mais comment, qui a pu bien lui donner mon nom pour que je sois nommé directeur de cabinet civil adjoint à la présidence? J'aurai la réponse un peu plus tard.
quand il m'a reçu le 2 janvier 1991 pour la prise de service. Dès que je suis entré, il dit « Ah, mais c'est vous, monsieur Oudengar ?» Je dis « C'est effectivement moi. » Il m'a dit « Mais on m'a parlé de vous, veuillez vous asseoir. » Et on a commencé la conversation et il m'a situé pourquoi il m'a demandé de faire partie de son équipe, parce qu'il venait de prendre le pouvoir et l'ancien régime en partant, tout avait été saccagé. Les archives gouvernementales étaient complètement saccagées, il n'y avait absolument rien. Il venait d'arriver, il fallait reconstituer les archives, il fallait élaborer des textes pour faire fonctionner la jeune administration qui s'installait. Donc, c'est l'une des raisons qui l'a amené à m'appeler à ses côtés et il me l'a expliqué. Mais je vais vous dire également, lors du premier contact, ce que je retiens de l'homme, c'est que c'est un homme très très chaleureux, ne me connaissant pas. Pour la première fois, il me dit, asseyez-vous. On demande à ce qu'on me serve du thé. C'est comme si on avait l'habitude de prendre du thé ensemble quelque part, pour ceux qui ont été avec lui à Bamina. Or que c'est la première fois qu'on se rencontrait. Et depuis lors, comme on dit, on ne s'est plus quitté. Il m'a toujours fait confiance. Il m'a rappelé à ses côtés à chaque fois et il m'a confié des missions importantes. Donc pendant les 2 premières années, vous connaissez bien que c'était une période extrêmement difficile. On travaillait dans des conditions difficiles parce que, à ce moment-là également, il y avait pas mal de manifestations. Après 2 ans et demi, il m'avait permis, puisque j'avais pu satisfaire aux conditions de sélection pour aller à l'école nationale d'administration en France, il m'a laissé aller. Mais 2 ans après, il m'appelle, il dit il faut rentrer, il faut venir et continuer. Donc depuis lors, on a continué ensemble. Mais pour vous dire, c'est un homme très très attachant. Un homme rigoureux dans le travail. Un homme, d'ailleurs les autres qualités, vous le savez tous, c'est un grand homme d'État qui dès son jeune âge s'est distingué par son leadership, par son charisme et par son sens élevé du devoir. J'ai eu à prendre part aux différentes rencontres internationales à ses côtés et j'ai pu mesurer la grandeur de cet homme d'État. À chaque fois qu'il intervenait, il forçait le respect de ses pairs. Et il a été très vite introduit dans le cercle des chefs d'État et il a pris même le leadership quelquefois. Donc c'est pour vous dire que ce fut un plaisir de travailler avec ce grand homme d'État et pour tout vous dire, 2 fois, il corrigeait nos copies. En tant qu'énarque, administrateur, censé élaborer les textes, parfois il nous disait vous agissez comme les administrateurs, vous n'allez pas très vite. Lui, c'est un homme d'action. Il va agir vite. Il veut des réponses immédiates aux questions qu'il vous pose. Et quand vous traînez trop, parfois, il s'impatiente. Donc, on a appris à ses côtés et progressivement, nous avons donc pu faire en sorte que nos relations deviennent de plus en plus, je dirais même fraternelles. Parce que bon, il y a un signe simple. Quand j'arrive et qu'il me dit « David, comment tu vas ?» c'est que c'est bon. Nous pouvons entamer des discussions et prendre un certain nombre de décisions importantes. Donc c'est un homme qui maîtrise parfaitement les dossiers. Et au cours des différentes audiences qu'il a accordées aux chefs d'État ou aux émissaires qui lui sont envoyés, assez souvent, ces émissaires sont attentifs à ce qu'il dit. Et ils repartent toujours édifiés par ces analyses approfondies de la situation. Ils maîtrisent parfaitement le dossier, quelle que soit leur nature et quelle que soit leur provenance. Il a toujours un point de vue important, pertinent à donner et ses interlocuteurs repartent toujours satisfaits. C'est un homme convivial, comme je l'ai dit, qui aime le travail bien fait,
mais très généreux également. Très, très généreux. Et je crois que travailler avec lui fut un plaisir. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Mais ce ne sont là que quelques qualités. Il y en a plusieurs. Hein. Parce que vous imaginez, après avoir travaillé en bonne intelligence pendant 30 ans, il y a énormément de choses à dire qu'on ne peut pas résumer en quelques minutes. Donc, oui, on va aller juste étape par étape. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de l'homme quand vous étiez directeur du cabinet à la présidence de la République? Ce que je peux retenir de l'homme, c'est un peu cela. Il venait d'arriver, mais j'ai l'impression qu'il a une prédestinée dans la maîtrise des problèmes. Hein? Jeune président, mais il avait une vision formidable de tous les problèmes. Et il nous orientait dans les actions que nous devions faire. Et ça nous a permis de faire le travail. Donc je crois que cet aspect-là est extrêmement important. C'est un homme de décision, un homme de conviction, un homme d'engagement. Et comme il a toujours dit, hein, il fait ce qu'il dit, et ça c'est vrai, je l'ai constaté. Hein. Et j'en reste quand même profondément marqué par cet homme, à côté duquel j'ai travaillé pendant pratiquement 30 ans, jour pour jour. Après, vous êtes encore devenu le secrétaire général de la présidence de la République. C'est toujours dans la même ambiance que vous avez continué à travailler. Mais avant cela, il faut dire que j'étais d'abord ministre secrétaire général du gouvernement. Et ça, c'est le poste le plus important à cette période-là, de 1997 à 2002. C'était une période où il y avait énormément de textes à faire. C'était la période où il y avait la démocratie participative et consensuelle. Donc avec le feu Kamougué qui était le président de l'Assemblée, de l'opposition, il était président. Donc il y avait quand même des actions importantes qui ont été posées à ce moment-là. Et c'est avec les orientations éclairées de l'illustre regretté que nous avons pu faire notre travail. Il vous donnait les grandes lignes et nous, en tant qu'administrateurs, il fallait mettre la forme. Donc, il nous donnait de la matière, c'est nous qui mettions de la forme. Mais il faut mettre la forme très rapidement parce qu'il faut travailler vite et bien. Parce qu'il a besoin de résultats immédiats et comme tout bon militaire, il ne faudrait pas traîner longtemps avec les dossiers. Et quand vous traînez longtemps avec le dossier, il vous rappelle hein, tout de suite qu'est-ce que vous avez fait avec le dossier que je vous ai donné. Donc ça nous a permis d'être à jour en permanence et parfois il peut vous appeler à 24 heures, à 1 heure du matin pour vous demander de lui faire le point sur un dossier donné. Parfois on est un peu gêné. Si vous ne prenez pas la précaution d'amener les dossiers avec vous à la maison, vous êtes coincé. Et vous ne pouvez pas ne pas répondre au chef de l'État quand il vous demande de lui donner des éléments de réponse pour un dossier important. Peut-être il y a urgence quelque part. Donc ça nous a appris à prendre les dispositions nécessaires. Je vais vous dire aussi une anecdote. Quand j'étais ministre secrétaire général du gouvernement, je m'arrangeais toujours à partir à la maison tard, mais avec le dernier numéro du EGG pour des éventualités. Parce qu'il peut vous appeler la nuit, dire mais allez, il y a tel texte, donnez-moi un numéro, on va mettre. Donc là, vous n'allez pas demander à vos collaborateurs de revenir au bureau, chercher à ouvrir le bureau pour prendre le numéro et vous donner. Il faut que vous preniez toujours vos dispositions. Donc avec lui, il faut être toujours prêt pour lui donner des réponses à des questions qu'il vous pose. Il y a un autre aspect important. Nous avons, quand j'étais SGP, nous avons été conviés à une conférence à Abuja. Une conférence convoquée par l'actuel président Buhari. Et on ne connaissait pratiquement pas le sujet. On ne savait pas de quoi on allait parler. Nous n'avions rien préparé. Donc nous sommes arrivés là-bas. Dans la salle, nous avons vu les chefs d'État, les chefs de délégation se mettre à intervenir, à faire des communications. Ah! Et notre chef d'État, il fallait bien qu'il fasse la communication aussi. Il faut lui préparer quand même. Mais il faut lui préparer quelque chose. Ouais. Mais nous n'étions pas du tout inspirés dans la salle. Les gens sont là en train de parler et il faut préparer quelque chose.
nous avons réfléchi, on a griffonné quelque chose avec l'équipe de la communication, mais comme le maréchal est un homme rigoureux et il est cartésien, lorsqu'il a vu notre brouillon, il a préféré mettre de côté et il s'est levé, il a improvisé son discours qui est d'ailleurs meilleur que ce que nous avions écrit. Donc vous voyez, c'est que l'homme a plusieurs facettes, il a plusieurs qualités et nous avons beaucoup appris à côté de lui. Oui, l'homme a quelle vision pour le Tchad? Mais la vision, elle a décliné, la vision du Tchad, le Tchad que nous aimons, la vision 2030. Faire du Tchad un État fort, prospère et solidaire. Et ça, je crois que il s'est battu pour cela. Malheureusement, le sort a décidé autrement, mais c'est un homme qui aime profondément ce pays et je crois que son exemple devrait être suivi. Si nous tous les Tchadiens, nous aimons notre pays, ça veut dire que nous aimons l'intérêt général, nous défendons notre pays. Ça veut dire que nous allons mettre un peu de côté nos égoïsmes, nos égos et faire en sorte que l'intérêt du Tchad soit défendu par-delà les clivages, par-delà des considérations parfois politiques et politiciennes et par-delà certains antagonismes. Si tous on se retrouve en tant que Tchadiens, on trouvera toujours des solutions à nos problèmes. Regardons les choses objectivement et pas subjectivement. Si on laisse de côté la subjectivité, je crois qu'on peut régler énormément de problèmes. Oui, Monsieur le ministre, avant de revenir sur les Tchadiens, le maréchal a su mettre des cadres tchadiens dans plusieurs postes de responsabilité dans des institutions, soit sous-régionales, régionales, même au-delà. Selon vous, est-ce que cette vision n'est pas à pérenniser parce que les Tchadiens sont fiers? Si Moussa Faki, si on voit à Nadif, donc c'est des fiertés. Et ça, c'est grâce au maréchal du Tchad. Je vous ai dit à l'instant que le maréchal a forcé le respect de tous ses homologues. Toutes les hautes personnalités ont du respect à l'égard du maréchal. Il vous souviendra qu'avant lui, il y avait très peu de hauts cadres placés dans les instances internationales. Donc c'est une fierté, comme vous le dites, pour notre pays. Le maréchal a redonné la dignité et la fierté au peuple tchadien. Nous devons effectivement pérenniser cela. Et ça, c'est extrêmement important. Mais tout cela dépend aussi des Tchadiens, qui doivent capitaliser tout cela et s'entendre sur un minimum de choses qui font la fierté des Tchadiens. Et je crois que tout à l'heure, je disais à vos collègues de la RNT, j'ai ressorti un extrait d'une intervention du maréchal lors d'un conseil extraordinaire des ministres qu'il avait tenu le 31 décembre 2001 sur la question de dialogue intérieur et extérieur. Il a bien dit que cette question a fait l'objet de plusieurs rencontres, tant au niveau interne qu'au niveau externe. Le problème, ce n'est pas tant ces rencontres, mais la mise en œuvre effective. Et ce qui pose problème dans la réalisation de la paix ou au niveau de l'entente entre les fils du Tchad, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent remettre en cause cela. Entre autres, des interventions, comme on dit, extérieures, des ambitions peut-être personnelles démesurées, le manque de tolérance à l'égard des autres. Et il y a un certain nombre de choses qui remettent en cause cela. Et pourtant, ce sont des choses sur lesquelles on peut s'entendre en tant que Tchadien. Il faut être tolérant, il faut être à l'écoute, il faut être disponible, il faut être modeste et surtout écouter l'autre. Parce que personne ne détient la vérité. La vérité, c'est Dieu seul qui détient.
Chacun a une partie de la vérité. Mettons ensemble ces parties de vérité-là pour en faire une vérité commune à tout le monde. Malheureusement, on ne le fait pas. Parce que quand on interprète parfois les textes, chacun voit de sa façon. Quand on intervient, on argumente conformément à ses intérêts ou aux résultats auxquels on veut aboutir. Mais on ne fait pas un effort pour se mettre à la place de l'autre, pour savoir si lui aussi, il n'a pas une part de vérité dans ce qu'il fait. Donc, si les efforts peuvent être faits de part et d'autre, je crois que nous allons parfaitement nous entendre. Mais il y a des positions radicales et des positions qui consistent à dire oui, nous détenons la vérité, nous pouvons mieux faire que vous. Mais les circonstances, à l'instant T, ne sont pas celles qui viendront après. Si des actions ont été prises, c'est à l'instant T. À cet instant-là, on voit les conditions. Pourquoi la décision a été prise à ce moment-là. 2 mois, 3 mois après, peut-être, les circonstances ne sont pas les mêmes. Les décisions ne sont peut-être pas les mêmes. Les acteurs ne sont peut-être pas les mêmes. Donc, vous ne pouvez pas prendre vous ne pouvez pas adopter une solution aussi identique que celle qui a été adoptée à cet instant T-là. Donc, malheureusement, dans la pratique, les gens ne font pas cet effort de recul pour voir pourquoi tel a dit ça. Si j'étais à sa place, est-ce que je ferais la même chose ou je ne ferais pas la même chose? Et comment je pourrais faire ça? Si les circonstances sont exactement les mêmes, est-ce qu'il y a d'autres choix, d'autres solutions à faire? On peut faire mieux. Si on peut faire mieux, tant mieux. Mais si l'autre n'a pas fait mieux, il faut chercher à le comprendre pourquoi il n'a pas fait mieux, pour améliorer les choses. Mais ce n'est pas parfois le cas dans la pratique. Et Monsieur le ministre, ça vous êtes en train d'évoquer le vrai problème du Tchad. Vous qui avez peut-être vécu depuis 90 jusqu'à nos jours, est-ce que vraiment c'est possible que les Tchadiens un jour peuvent s'entendre et se consacrer juste au développement du pays? Non, mais qu'est-ce qui empêcherait aux Tchadiens de s'entendre? Rien, strictement rien n'empêche aux Tchadiens de s'entendre, si ce n'est que les égoïsmes individuels, si ce n'est que le manque de tolérance, si ce n'est que le manque de pardon entre les Tchadiens. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre nous pour qu'on ne s'entende pas? Qu'est-ce qui nous différencie? Rien du tout. On est tous des Tchadiens. On est nés sur ce sol-là, qui nous a fait grandir, qui nous a nourris. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas s'entendre. Parfois... À chaque fois, on est le même. Au travail, au quartier, on est ensemble. Mais le problème, c'est souvent sur les médias et sur les réseaux sociaux, les problèmes compliqués sont posés. Est-ce que vous avez un appel à lancer à ces genres de politiciens qui manipulent les jeunes ou les autres? On vous dira qu'en politique, ce n'est pas de la manipulation. On vous dira ça. Mais au fond, il y a un peu de la manipulation là-dedans. Au fond, il y a cela. Mais je crois que si on aime ce pays, il faut faire la part des choses. Dire ce qui est vrai et dire aussi ce qui ne va pas. Et dire voilà comment on compte régler cela. Il y a des voies pacifiques pour régler certains problèmes. On n'a pas besoin nécessairement de recourir à la violence pour régler nos problèmes. On n'a pas nécessairement besoin de faire de la surenchère pour dire bon, mais oui, les autres ne sont pas bons, il faut que ce soit nous qui... Non, ce n'est pas ça. Chacun a quand même ce qu'on appelle le bon sens. Le bon sens est la chose la mieux partagée. Donc vous ne pouvez pas dire que votre vis-à-vis est un idiot et que vous êtes le meilleur, etc., etc. Non. Ce qu'il faut dans la vie, il faut la modestie, la simplicité, aller vers son prochain et lui expliquer calmement les choses et je crois qu'on s'entendra. Ça, c'est un effort à faire de part et d'autre.
C'est aussi simple que cela. Tout est question d'individu. Personne ne nous impose quoi que ce soit. Mais c'est, comme vous dites, peut-être parfois de la manipulation. Il y a certains esprits qui ne maîtrisent pas bien la chose politique, et quand on leur dit ça, bon, mais ils ruent dans les brancards et puis ils commencent à tout saccager. Ça existe également. Et chacun veut, comme c'est une compétition, pour quand on crée un parti, c'est pour prendre le pouvoir. Donc parfois, on n'utilise pas les armes légales, parfois. Hein? Parfois, c'est pas de la bonne foi hein, en matière politique, parfois. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Il faut convaincre avec des arguments. Et il faut faire de, comment dirais-je, essayer de former les gens à la compréhension des problèmes politiques. Parce que beaucoup ne comprennent pas. La foule, quand vous mettez la foule comme ça dans la rue, bon, ben, c'est difficile de rattraper après. Hein. C'est extrêmement difficile. Donc je voudrais dire tout simplement que chacun a sa place. Chacun peut apporter sa contribution à la construction de ce pays. Et si minime soit-il, il peut apporter quelque chose. Donc nous devons tous conjuguer nos efforts pour faire en sorte que le Tchad là soit un État fort et un État respecté. Nous avons connu plusieurs années d'instabilité qui font que sur le classement international en matière de développement humain, nous occupons pratiquement l'avant-dernière place. Ce n'est pas une bonne chose. S'il y avait la paix, s'il y avait la stabilité, s'il y avait la compréhension entre les fils du pays, on aurait fait beaucoup de choses. Et on serait peut-être parmi les mieux placés sur l'échiquier international parce que nous avons des richesses énormes ici. Ces richesses, pour les exploiter, il faut avoir la paix, la stabilité et il faut une entente entre les Tchadiens. Sans cela, ça ne peut pas aller. Oui, d'aucuns disent que l'entente entre les Tchadiens doit se faire dans des forats ou dans des rencontres où tout le monde doit être là, amener sa pierre à l'édifice. Est-ce que ces forats-là, on va les faire combien de fois? La conférence nationale souveraine était là, non? Il y a des conclusions très pertinentes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là à faire? Hein? On réclame, bon, ça peut permettre peut-être à ceux qui ont quelque chose à exprimer, de l'exprimer. Mais fondamentalement, il n'y a pas... Les solutions, on les connaît. Hein? Ils ne vont pas inventer la roue. On sait ce qu'on doit faire. Il suffisait de s'asseoir là et puis de discuter de ça et puis c'est tout. Pas besoin de réunir encore les gens. Quelqu'un disait que quand vous voulez faire retarder les choses, mettez en place un comité, une commission, les gens vont discuter et puis après... dès qu'ils sortent de là, parce qu'ils se sont fait voir un peu sur le petit écran et puis après tout est oublié. Hein? Mais il y a quand même des possibilités, des rencontres directes. Ils sont là. Pourquoi les gens ne discutent pas directement entre eux pour trouver des solutions? On est entre nous Tchadiens, on n'a pas besoin de chercher à faire avoir la caution des gens de l'extérieur à travers ces forats-là pour aller de l'avant. Moi, je ne pense pas que c'est... Bon, ça peut peut-être permettre aux gens de s'exprimer, mais les solutions ne divergeront pas fondamentalement de ce que la conférence nationale souveraine avait déjà dégagé comme solution ou proposition. Oui. Monsieur le ministre, avant de peut-être vous donner le micro pour les derniers mots, si on vous demande à vous, académiciens, quelle solution pour la restauration définitive de la paix au Tchad? Il n'y a pas une... Parce qu'on ne peut pas donner une solution magique tant que les paramètres que nous venons d'expliquer ne sont pas réunis. Tout est question d'hommes. Hein? C'est par les hommes que viennent les mots. Et c'est par les hommes que viendront également les solutions. Donc si les discussions qui seront menées le sont,
de manière sincère et franche. Et si les gens prennent les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre cela, sans arrière-pensée, sans faux calcul, parce qu'il y a des calculs aussi qui se font. Si ça se fait honnêtement, dans la sincérité, dans l'intérêt du Tchad, je crois que on arrivera à résoudre nos problèmes. Mais je n'ai pas, moi, une solution, puisque je l'ai dit tout à l'heure, ce que je vais dire, peut-être l'autre aura aussi une autre solution. Hein? Donc voilà, il faut qu'on se mette ensemble pour trouver une solution définitive à cela, en tirant les leçons déjà du passé. Oui, Monsieur le ministre, peut-être un dernier mot pour clore cet entretien. Non, un dernier mot, c'est tout simplement, je dirais que nous veillons quand même, nous alimentons la flamme laissée par ces grands hommes d'État, cette flamme qui est la fierté des Tchadiens, qui est la dignité, et surtout ce legs-là de la liberté et de la démocratie, legs extrêmement important, et nous devons veiller à ce que cela soit entretenu pour que dans les années à venir, nos enfants, nos petits-enfants ne puissent pas connaître encore ce que nous connaissons depuis un certain nombre d'années. Donc ça veut dire qu'il faut que la paix et la stabilité reviennent définitivement au Tchad. Et je crois que si les Tchadiens le veulent, ils peuvent le faire. Il n'y a rien d'impossible. Ça, je crois que c'est une question que les uns et les autres doivent avoir à l'esprit et essayer maintenant, dans les jours et dans les mois à venir, faire en sorte que nous puissions avoir cette paix définitive dans le pays. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau David Odengar Ngarimadem, proche collaborateur du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, décédé le 20 avril dernier sur le champ d'honneur. Au revoir et à la prochaine.